Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés de Criminal Defense Essentials. Bonjour. Très heureux de vous retrouver pour notre dernière analyse de 2025. Une année qui a été, on va se le dire, assez chargée. Vraiment. On voulait d'abord vous remercier pour votre fidélité. Et on vous prépare d'ailleurs de belles nouveautés pour 2026, avec une attention toute particulière pour nos abonnés du Québec. Oh oui. Et pour finir l'année en force, on plonge dans une décision incontournable de la Cour d'appel du Québec. L'affaire Langlois contre le roi. Un arrêt très attendu. Le sujet, c'est un classique, mais il est traité ici avec une clarté redoutable. La question, jusqu'où une cour d'appel peut-elle aller quand elle révise l'évaluation de la crédibilité faite par un juge de première instance? C'est vraiment la question fondamentale, parce qu'on se le fait répéter sans cesse. La crédibilité, c'est la chasse gardée du juge du procès. Exact, C'est la personne qui est là, qui voit, qui entend, c'est ça, qui voit le témoin, qui entend les intonations. La règle d'or, c'est la déférence. On touche pas à ça. en principe. En principe. Et c'est ce qui rend l'arrêt Langlois si important. Il explore justement les frontières de cette déférence. Il nous montre les cas où une intervention, c'est pas juste possible et c'est une nécessité. Et j'imagine que pour bien des praticiens, c'est un certain soulagement, parce qu'on a tous lu un jugement en se disant que l'évaluation de la crédibilité reposait sur des bases un peu fragiles, Absolument. mais que la norme d'intervention était si élevée qu'un appel semblait presque inutile. On parle toujours de cette fameuse erreur manifeste et déterminante. C'est une erreur qui saute aux yeux puis qui a eu un impact direct sur le verdict. C'est un test très exigeant. Très. La Cour suprême a même parlé de l'enchevêtrement complexe des impressions qu'un témoignage dégage. Cet enchevêtrement-là, tu peux pas le voir dans une transcription, d'où la déférence. Mais, et c'est tout l'intérêt de Langlois, la déférence, c'est pas un chèque en blanc. Alors, où est-ce qu'on trouve la brèche? Dans quelles circonstances la Cour d'appel peut-elle mettre de côté cette retenue? C'est là que la Cour d'appel, dans Langlois, est très pédagogue. Elle nous dit que la déférence perd de sa force quand l'évaluation de la crédibilité repose plus seulement sur des impressions, mais sur des principes juridiques. Ah, d'accord. Une intervention est justifiée si l'évaluation se base sur un critère juridique qui est erroné, sur l'application incorrecte d'un bon critère, ou si ça viole carrément une règle de droit. Et dans ce dossier-ci, la Cour dit qu'on a une cascade d'erreurs de cette nature. Une cascade, carrément. Oui. Et ce qui est ironique, c'est que les motifs de la juge de première instance étaient très détaillés, très clairs. C'est cette clarté qui a exposé les failles de son raisonnement. C'est un point crucial. Ce n'est pas un manque de motifs, mais des motifs qui révèlent des erreurs. Allons-y avec la première, qui concerne une observation assez classique, l'attitude de l'accusé. Oui, et ça c'est un terrain extrêmement glissant. La juge a noté l'attitude machinale et sans émotion de l'accusé, Ouf. et elle en a tiré une conclusion négative sur sa crédibilité. La Cour d'appel a tout de suite mis le haut là. Elle rappelle une évidence, mais une évidence qu'il est toujours bon de répéter. C'est-à-dire? Le comportement d'un témoin à la barre est un très mauvais indicateur de sa crédibilité. Ça me rappelle tellement de dossiers où on voit des commentaires du genre « le témoin était calme, l'accusé semblait nerveux ». C'est un réflexe tellement courant. C'est exactement ça. Le stress d'un procès criminel, c'est une expérience hors norme. Il y a des gens qui vont figer, d'autres qui vont être très émotifs, d'autres qui vont paraître détachés. Aucune de ces réactions nous dit si la personne dit la vérité. On peut être un excellent menteur et paraître très sincère. Absolument. Ou une personne honnête complètement paralysée par la peur. La Cour d'appel oppose cette approche subjective à des critères beaucoup plus fiables, comme ceux de l'arrêt Foumani. Qui sont... La logique interne du témoignage, sa cohérence avec la preuve, la plausibilité des événements, tu sais, des choses concrètes. Se fier à une impression de froideur, c'est bâtir son analyse sur du sable. D'accord. L'erreur sur le comportement est assez claire. Mais la deuxième est beaucoup plus surprenante, presque contre-intuitive. La juge a reproché à l'accusé sa dénégation générale et surtout son absence de contradiction. Oui, On aurait tendance à penser que ne pas se contredire, c'est un signe de fiabilité, non? c'est ce qu'on penserait en effet. Et c'est là qu'on voit à quel point un raisonnement peut devenir fallacieux. L'analyse de la juge, c'était la suivante. Si l'accusé s'est pas contredit, c'est pas parce que son récit est solide, c'est juste parce qu'il s'est contenté de tout nier au bloc. Ah, je vois. Selon elle, une négation simple minimise les chances de se contredire. Elle a donc transformé une absence de défaut, l'absence de contradiction, en un indice de non-fiabilité. C'est fascinant parce que ça place l'accusé dans une situation impossible.
Totalement. S'il se contredit, il n'est pas crédible. Et s'il se contredit pas, c'est parce que son histoire est trop simple, donc il n'est pas crédible non plus. C'est un piège logique. C'est un piège logique qui, selon la Cour d'appel, porte atteinte à la présomption d'innocence. La Cour dit que le fait de ne pas se contredire ne peut jamais être tenu contre un témoin. Jamais. Au pire, c'est un facteur neutre. Mais considérer une dénégation générale comme suspecte en soi, ça revient à dire à un accusé « ton simple « non, je l'ai pas fait » ne suffit pas. Tu dois nous fournir un contre-récit élaboré pour qu'on te prenne au sérieux. » Ça renverse subtilement le fardeau de la preuve. Exactement. Un accusé a le droit de simplement nier les allégations. Lui reprocher la simplicité de sa défense, c'est une erreur de droit fondamentale. Je comprends bien. Et cette tendance à, en quelque sorte, créer des problèmes là où il n'y en a pas, ça continue avec la troisième catégorie d'erreurs, les incohérences inexistantes. Précisément. Là, on n'est plus dans l'évaluation générale, mais dans l'analyse de points spécifiques où la juge a vu des contradictions qui, quand on regarde ça de plus près, n'en sont pas. Comme l'exemple du spa. L'exemple du spa est le plus parlant. La juge a trouvé perplexe que l'accusé admette avoir été dans le spa avec la plaignante, le soir, en présence de toute la famille, mais qu'il hésite et nie y avoir été seul avec elle pendant la journée. Et à première vue, on pourrait se dire que c'est une hésitation suspecte. Pourquoi admettre l'un et pas l'autre? Mais si on se place du point de vue de la défense de l'accusé, c'est parfaitement logique. Ok. Sa position, c'est « je n'ai jamais été seul avec elle dans des circonstances compromettantes ». Admettre avoir été dans le spa le soir avec tout le monde, ça contredit pas sa défense, c'est un fait anodin. Mais admettre l'autre. Admettre y avoir été seul avec elle, alors que personne d'autre n'était là, ce serait avouer le cœur même de l'allégation. C'est un fait potentiellement très incriminant. Donc on lui reproche de ne pas s'auto-incriminer. C'est exactement ça. La Cour d'appel dit qu'en lui reprochant de ne pas admettre ce fait, la juge brime son droit à ne pas s'auto-incriminer. On ne peut pas reprocher à un accusé de ne pas collaborer à sa propre condamnation. Autrement dit, le désaccord sur les faits n'est pas une incohérence dans le témoignage, c'est simplement le litige lui-même. C'est la formule parfaite. La juge a confondu un désaccord avec la version de la plaignante avec une incohérence interne au témoignage de l'accusé. C'est subtil, mais c'est fondamental. On a donc une série d'erreurs assez graves sur l'évaluation du témoignage de l'accusé. On se base sur son attitude, on retourne contre lui l'absence de contradiction, on invente des incohérences. J'imagine que ça a vicié tout le raisonnement. Absolument. Toutes ces erreurs ont mené à l'erreur finale et, la plus classique, la tenue d'un concours de crédibilité prohibé. Le fameux concours de crédibilité. C'est une erreur qu'on voit souvent. En gros, c'est quand un juge met les deux versions sur les deux plateaux d'une balance et choisit simplement la plus lourde, la plus convaincante. Mais n'est-ce pas, dans le fond, le travail du juge de décider quelle version il croit? Oui, mais pas de cette manière. Le problème avec le concours de crédibilité, c'est que ça ignore la pierre angulaire de notre système, le doute raisonnable. D'accord, le processus est différent. L'approche correcte, c'est en plusieurs étapes. D'abord, le juge doit examiner le témoignage de l'accusé et se demander est-ce que son témoignage, même si je ne le crois pas à 100%, soulève un doute raisonnable. Si la réponse est oui, c'est fini. C'est fini. Acquittement. Point final. C'est seulement si la version de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable que le juge peut passer à l'étape suivante. Et ici, la juge a sauté directement à la comparaison? Exactement. Elle a comparé la dénégation générale de l'accusé avec le témoignage long et détaillé de la plaignante. Et elle a conclu que le témoignage détaillé était plus crédible. Elle a pesé les deux histoires l'une contre l'autre. C'est l'illustration parfaite de l'erreur. Et de l'autre côté de la balance, pour la plaignante, il y a aussi eu une erreur dans l'analyse, cette fois sur le non-embellissement. Oui, une erreur qui est le miroir de celle commise envers l'accusé. La juge a noté que la plaignante n'amplifiait pas les gestes, qu'elle les minimisait même parfois. Et elle a vu ça comme des indices de fiabilité positifs. Comme si ça venait activement rehausser sa crédibilité. C'est ça. Encore une fois, l'intuition nous dirait que c'est logique. Quelqu'un qui n'en rajoute pas, qui dramatise pas, semble plus digne de confiance. Oui, ça semble naturel. C'est une intuition très répandue, mais que le droit a encadrée de façon très stricte. La jurisprudence, surtout l'arrêt Gérard de la Cour suprême, est formelle. L'absence d'embellissement ne peut pas servir à augmenter la crédibilité d'un témoin. C'est une nuance capitale. Au mieux, c'est un facteur neutre. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de raison de diminuer sa crédibilité sur cette base. Le fait de ne pas exagérer rend pas un témoin plus crédible. Ça veut juste dire qu'il n'est pas moins crédible. Et la juge ici l'a utilisé comme un bonus. Exactement. Comme un bonus pour solidifier un récit qui avait certaines faiblesses. Et ça, c'est une erreur de droit. Donc si on résume, la cour d'appel n'est pas intervenue parce qu'elle avait une opinion différente sur qui croire. Non.
pas du tout. Elle est intervenue parce que le verdict de culpabilité était le produit d'un raisonnement juridique qui était complètement vicié à la base. C'est la synthèse parfaite. Si on met ça en perspective, cette décision est un rappel puissant que l'évaluation de la crédibilité, même si elle a une part de subjectivité, c'est pas un exercice impressionniste qui échappe au droit. Ça doit être gouverné par des principes juridiques sains. Quand les prémices sont faussées, tout s'écroule. Tout l'édifice s'écroule. Ça crée un déséquilibre inacceptable. Pour bien saisir la portée de ce jugement, on a la chance d'avoir le commentaire de Maître Doyon qui a analysé la décision en profondeur. Et son commentaire est une excellente conclusion. Il souligne que cette décision est un rappel fondamental. L'évaluation de la crédibilité, ce n'est pas intouchable. La grande déférence s'efface quand le raisonnement du juge repose sur des prémices juridiques faussées. Il parle aussi de déséquilibre. Oui, il explique que ces erreurs de droit créent un déséquilibre qui contamine tout le processus. J'ai beaucoup aimé l'analogie qu'il utilise pour illustrer ça. Ah oui, l'analogie du miroir déformant. C'est très visuel. C'est ça. Il dit que si le juge utilise un cadre juridique biaisé dès le départ, c'est comme s'il regardait les témoignages dans un miroir déformant. L'image de la vérité qu'il en retire sera nécessairement faussée, peu importe la clarté du témoin. Le problème n'est pas le reflet, mais le miroir lui-même. Exactement. Et la conclusion pratique de tout ça, c'est que lorsque l'appel porte sur ce genre d'erreur, la cour d'appel peut intervenir avec beaucoup plus de latitude. C'est plus juste une question de fait, c'est une question de droit. C'est une conclusion limpide qui, je pense, parlera beaucoup aux praticiens. Et voilà qui complète notre analyse de cet arrêt majeur. On remercie encore une fois très chaleureusement tous les abonnés de Criminal Defense Essentials pour leur confiance.